Ça y est, 12 Grands Prix ont été disputés et nous sommes arrivés à la mi-saison de Formule 1. Beaucoup de choses se sont passées. De belles surprises, des moins bonnes, des Grands Prix ennuyeux, d'autres exceptionnels. Et alors qu'il nous reste encore 6 mois de compétition à disputer, c'est l'occasion de faire notre traditionnel bilan de mi-saison. Un concept déjà présent sur la chaîne l'an dernier, et qui consiste à vous livrer une courte analyse sur la performance de chaque pilote, un par un. Rien de très technique, juste mon ressenti personnel sur les uns et les autres. Comme d'habitude, si vous êtes plus intéressé par un pilote plutôt qu'un autre, je vous invite à utiliser les chapitres de la vidéo pour vous diriger où bon vous semble. On va procéder dans l'ordre du classement actuel, du 21e jusqu'au 1er. Et nous commençons donc par la seule personne qui n'est plus sur la grille aujourd'hui, Jack Doohan. Peu de choses à dire sur Jack Doohan, si ce n'est que la prophétie annoncée par Flavio Briatore s'est bel et bien réalisée. Il a eu 6 grands prix pour prouver sa valeur, et ce qu'il a montré n'était pas suffisant pour conserver son baquet, aux yeux de sa direction en tout cas. Alors on peut analyser son cas sous plusieurs angles. D'abord, il y a là un pilote qui n'a pas fait ce qu'il faut pour rester en Formule 1, et dont les performances ne resteront pas dans les livres d'histoire. Mais d'un autre côté, que pouvait-on espérer d'un rookie comme lui? Peut-être qu'avec un peu plus de temps et de confiance, il aurait pu trouver les ressources pour progresser. Ou peut-être pas, ça on ne le saura jamais, et c'est bien dommage. Quoi qu'il en soit, il tente désormais de construire son avenir ailleurs, idéalement en Formule 1, où il serait sur la très longue liste des potentiels pilotes Cadillac. On lui souhaite bonne chance pour la suite, en F1 ou autre part. Le remplaçant de Jack Doohan, Franco Colapinto, ne fait pas franchement mieux pour l'instant. Colapinto a connu jusqu'à présent un mix entre week-ends assez malchanceux et des performances mauvaises de sa part. Sa situation est finalement assez similaire à celle de Jack Doohan. Il n'est pas mis en confiance, il a énormément de pression, et il galère à imiter ce que fait son coéquipier. Le contexte alpine est compliqué, ça c'est sûr, mais vu son passif avec Williams, où il s'est adapté très rapidement, on pouvait peut-être espérer mieux. Ce qui est sûr, c'est que sa place est en danger. Il y a des rumeurs autour de Valtteri Bottas pour le remplacer. Si ça se fait, Alpine ferait un switch radical dans sa stratégie. Il lui reste sans doute 2 grands prix pour prouver sa valeur, et on lui souhaite bien du courage. Le Brésil compte enfin un représentant en Formule 1, le dernier remontant à Felipe Massa en 2017. Tout comme Massa, les débuts de Gabriel Bortoleto se font chez Sauber, et ses résultats sont pour l'instant mitigés. Il a marqué ses premiers points en F1, en Autriche, ce qui était loin d'être gagné sur le papier avec cette voiture. Mais au classement, il est bien loin de son coéquipier Nico Hülkenberg. Bortoleto a commis quelques erreurs aussi. Il y a certains grands prix où il est passé complètement à côté. Mais il a progressé. Et c'est surtout en qualification qu'il est impressionnant. Il est à égalité avec Nico Hülkenberg, qui est pourtant loin d'être mauvais dans cet exercice. J'ai hâte de le voir à l'œuvre en deuxième partie de saison. On sent qu'il gagne en confiance, et qu'il est capable de faire de belles choses, mais ça reste à confirmer. L'homme ours, Oliver Hermann, connaît pour l'instant une saison à l'image de sa carrière. Il est capable de coups d'éclat, comme cette belle qualification P8 à Silverstone. Mais il passe parfois complètement à côté aussi, comme en attestent ses 3 départs depuis la 20e place, plus que tout autre pilote cette saison. Je trouve que c'est un pilote difficile à analyser, parce qu'il est capable de tenir tête à Esteban Ocon assez souvent, ce qui nous montre sa qualité. Mais à côté de ça, il gâche souvent son week-end d'un moyen ou un autre. Berman a l'air d'avoir toutes les qualités pour s'imposer en Formule 1, mais il lui manque quelque chose d'essentiel, la régularité. Ça a l'air d'aller en s'améliorant. Par exemple, il vient de battre Ocon en qualification 4 fois consécutivement. Mais contrairement à son coéquipier, il a du mal à accumuler les points. Et même si sa monoplace n'est pas la meilleure de la grille, loin de là, je pense qu'il peut mieux faire en deuxième partie de saison. Ah, Yuki Tsunoda, c'est vraiment compliqué de parler de son cas. Il avait bien commencé sa saison chez Racing Bulls, comme souvent. Mais chez Red Bull, c'est de pire en pire. C'est une situation tellement compliquée quand tu es deuxième pilote Red Bull. Forcément, il est très loin de Verstappen. Accéder à la Q3 est presque un exploit pour lui. Et clairement, il n'arrive pas à dompter cette monoplace. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire qu'il soit devenu nul du jour au lendemain. Clairement, c'est une question d'environnement. Et malheureusement pour lui, il ne parvient pas à s'adapter. Malgré tout, sa direction lui accorde beaucoup de soutien. La question que je me pose, c'est si le départ de Christian Horner peut l'aider à changer la tendance. Son ancien patron, Laurent Mekies, est arrivé. Il le connaît très bien. Peut-être que ça peut l'aider à le mettre en confiance. Même si à mon avis, le problème est très profond. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il montre plus de choses en deuxième partie de saison, parce que son futur en Formule 1 est loin d'être garanti. Est-ce qu'il peut continuer chez Red Bull? Rien n'est moins sûr. Il est cité pour prendre un baquet chez Cadillac aussi, mais Yuki Tsunoda doit faire mieux, d'un moyen ou d'un autre. Tout comme Tsunoda, Liam Lawson a connu des débuts horribles chez Red Bull. Viré après 2 grands prix, c'est terrible. Mais il faut dire qu'il retrouve des couleurs chez Racing Bulls. Il est dans un environnement bien plus sain. Il a réussi à montrer ses qualités à plusieurs reprises, et ça c'est top. Son week-end en Autriche était vraiment excellent, et c'est exactement ce dont il a besoin pour conserver son baquet. Alors est-ce qu'il peut rester chez Racing Bulls l'an prochain? C'est possible, mais avec le départ de Christian Horner et le cas Max Verstappen, eh bien il n'y a rien de bien sûr dans cette équipe.
Si l'un des deux pilotes Racing Bulls monte chez Red Bull, c'est plutôt Hadjar qui semble être le favori, à l'heure actuelle en tout cas. Si ça se passe comme ça, Lawson gardera une place importante chez Racing Bulls. Et franchement, c'est peut-être une bien meilleure situation. Les débuts de Carlos Sainz avec Williams sont décevants. On s'attendait à ce qu'il soit vraiment au-dessus d'Albon, et c'est loin d'être le cas jusqu'à présent. Alors Sainz est malgré tout une progression par rapport à ses prédécesseurs, ça ne fait aucun doute. Il faut dire aussi que le bilan est à mon avis plus beau que ce qu'il n'y paraît pour Albon, qui a marqué de très gros points grâce à des faits de course. Cela dit, ça n'enlève pas le fait que le meilleur des deux pilotes aujourd'hui, c'est Albon. Sainz a eu du mal à s'adapter à cette monoplace, mais il a également été assez malchanceux. En qualification, il s'est fait gêner par Isack Hadjar une fois. Une autre fois, sa voiture ne démarre pas sur la grille. À Silverstone, il se fait sortir par Charles Leclerc. Bref, beaucoup de choses ont été contre lui, il faut le reconnaître. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas trop inquiet pour lui. L'adaptation est plus compliquée que prévu, c'est sûr. Mais il n'est pas non plus complètement à la ramasse. Et même si la Williams est un peu moins forte qu'en début de saison, il aura d'autres opportunités de briller. La mauvaise fortune semble poursuivre les pilotes espagnols, car Fernando Alonso a connu cette année le pire début de saison de sa carrière. Il est d'ailleurs toujours derrière Lance Stroll au classement, ce qui est une anomalie totale. Pourtant, le meilleur pilote des deux, c'est lui, aucun doute. Il lui colle un 12-0 en qualification quand même. Et il a surtout eu beaucoup de malchance, comme cet abandon à Monaco. Alonso reste un pilote très solide, qui a marqué pas mal de points ces derniers temps. Aston Martin est dans une dynamique un peu plus positive, et je pense que sa deuxième partie de saison sera bonne. Pierre Gasly réalise une saison solide, malgré une Alpine en difficulté. En général, il arrive à maximiser le potentiel de la voiture. Il a fait quelques coups d'éclat lui aussi, comme par exemple à Silverstone avec cette P6. Mais malheureusement, il est parfois victime de la faiblesse de sa monoplace. Alors il a fait quelques erreurs, par exemple une sortie dans le gravier à Imola. Mais il est clairement l'un des points forts d'Alpine, et il est le seul à rapporter des points à l'équipe. Même si son écurie est particulièrement instable, son avenir est assuré pour la suite de la saison. Et pour espérer remonter au classement, Alpine aura besoin d'un Gasly à ce niveau. Maintenant, j'espère que son écurie sera capable de lui fournir une meilleure voiture, ce serait pas mal. Lance Stroll a très bien débuté la saison, puisqu'il a marqué des points à 2 reprises, en Australie et en Chine. Alors il a bénéficié de conditions favorables, c'est sûr. Mais ça permet quand même à Aston Martin de ne pas pointer à la dernière place du classement. Cependant, et ce n'est pas une surprise, Alonso l'éclate en qualification. Son rythme de course est souvent mauvais, et la plupart du temps, il réalise des week-ends anonymes. Son moment marquant de la saison, c'est quand même ce Grand Prix raté à Barcelone, où il a dû s'absenter pour subir une opération au poignet. Ça va mieux, et ça c'est une très bonne nouvelle. Sa monoplace aussi va mieux, mais Stroll a été malgré tout très critique des performances de son écurie. Comme chaque saison, il manque de constance. Mais pour lui, peu importe finalement. Et ce qui est certain, c'est que sa place est assurée sur la grille. Isack Hadjar a connu des débuts difficiles en Formule 1. Je ne vous rappelle pas ce qu'il s'est passé en Australie, c'était absolument horrible. Mais rapidement, il a montré beaucoup plus de solidité. Ce qui est le plus impressionnant, ce sont ses performances en qualification. À ce niveau-là, il a le 8e meilleur bilan de la grille, devant des pilotes comme Alex Albon ou Fernando Alonso, ça c'est fort. Il a marqué ses premiers points en Formule 1 à Suzuka, puis il a confirmé avec des excellentes performances à Monaco et aussi à Imola. C'est peut-être le meilleur rookie cette saison, et les observateurs ont été impressionnés par sa capacité d'adaptation, sa combativité et sa gestion de la pression. Alors il a aussi commis quelques erreurs, par exemple cet accrochage à Silverstone. Mais malgré tout, dans l'ensemble, il a montré tout son potentiel. Et si cette tendance se confirme, il n'aura aucun mal à décrocher une extension de contrat. Alors attention, il y a un petit coup de moins bien depuis 2 ou 3 grands prix, mais je n'ai aucun doute sur sa capacité à rebondir. Il devrait poursuivre l'aventure en Formule 1 l'an prochain. Maintenant, reste à voir si ce sera chez Racing Bulls ou chez Red Bull. Les débuts d'Esteban Ocon avec Haas sont contrastés. La voiture manque de rythme, et je dirais même qu'elle est un petit peu décevante par rapport à ce qu'on en attendait. Vous savez, il y avait une certaine hype autour de leur partenariat avec Toyota, et ils sont seulement 9e au constructeur aujourd'hui. Ses qualifications sont un cran décevantes, puisqu'il n'a accédé à la Q3 qu'à 2 reprises. Cela dit, il a su tirer parti de chaque opportunité pour remonter dans le peloton, et marquer des points dès que c'était possible. J'ai en tête notamment une excellente P5 en Chine, une P8 à Bahreïn, ou encore une P7 à Monaco. Il fait parler toute son expérience pour réaliser des bonnes gestions de course. À ce niveau-là, je trouve qu'Esteban Ocon apporte beaucoup de bonnes choses à Haas. Et clairement, jusqu'à présent, ils ne se sont pas trompés dans leur choix de pilote. Alors la bataille avec Berman est un peu plus serrée que ce qu'on pouvait imaginer. Ocon termine la plupart du temps devant lui, mais en qualification, ils ont un bilan égal. Et c'est vrai que face à un rookie, on pouvait s'attendre à plus de domination. Ocon a clairement le potentiel pour faire mieux en deuxième partie de saison. Il connaît mieux la voiture, il a montré qu'il pouvait marquer des points quand tout se passe bien. Je pense qu'il lui manque un tout petit peu plus de constance pour vraiment s'imposer dans cette équipe. Son prédécesseur chez Haas, Nico Hülkenberg, réalise probablement sa meilleure saison depuis son retour en F1. Le point culminant, évidemment, c'est ce podium incroyable à Silverstone, son premier podium en carrière, à 38 ans. Et c'était une course absolument parfaite.
Au-delà de ce podium, cette saison, il est assez exceptionnel. En course, il tire vraiment le maximum de cette Sauber, qui n'est pourtant pas terrible. J'ai beaucoup aimé son week-end en Autriche par exemple, où il part dernier, et il finit 9ème au final. Alors le petit bémol, c'est sûrement ses performances en qualification. Il y a quelques erreurs qui lui coûtent des places sur la grille. Face à Bortoleto, il n'a pas le dessus pour l'instant, et c'est peut-être le seul point noir de sa saison. Malgré tout, c'est extrêmement positif pour Hülkenberg. Il est 9ème au classement pilote, dans une Sauber, une écurie qui n'était absolument nulle part l'an dernier. Et peu importe ce qui arrive maintenant, la saison d'Hülkenberg est déjà réussie. Alex Albon réalise sa meilleure saison en Formule 1 jusqu'à présent. Et le plus impressionnant, c'est qu'il le fait face à Carlos Sainz, un pilote qui était censé lui apporter beaucoup de problèmes. Mais la réalité, c'est qu'Albon est aujourd'hui le pilote numéro 1 de Williams. Et si Williams est 5ème au classement constructeur, c'est clairement grâce à lui. Alex Albon nous a montré cette saison qu'il est devenu un autre pilote. Il est bon dans toutes les conditions. Et même s'il y a eu quelques week-ends un peu décevants, ça reste un bilan exceptionnel. Alors les performances de Williams sont un petit peu moins bonnes ces derniers temps. Il y a eu quelques problèmes mécaniques, un peu de malchance aussi parfois. Mais globalement, il y a de vraies sources de satisfaction cette saison. J'aime beaucoup ce que fait Albon personnellement. Et pour moi, il incarne totalement la progression de Williams. Il est là depuis 2022, il a tout connu dans cette équipe. Et tout comme son écurie, il progresse, palier par palier. L'objectif maintenant, ce sera de conserver cette 5ème place au classement constructeur. Pour ce faire, Williams aura besoin d'un excellent Alex Albon. Et vu ce qu'il a montré jusqu'à présent, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Kimi Antonelli connaît sa première saison en Formule 1. Et compte tenu de son âge et de sa faible expérience en monoplace, c'est plutôt encourageant. Il a eu quelques moments vraiment impressionnants, comme cette pole position en sprint à Miami. Il a également obtenu son premier podium au Canada, au terme d'une course pleine de maîtrise. Le problème, c'est qu'il alterne entre le très bon et le moins bon. Par exemple, il n'aurait jamais dû connaître cette erreur avec Verstappen en Autriche. À Monaco aussi, il touche le mur en qualification. Ce sont des petites fautes qui coûtent cher, mais qui font partie de l'apprentissage. Face à Russell, il tient plutôt bien la comparaison pour un rookie. Bien sûr, il y a encore un écart conséquent, surtout en qualification. Mais face à un coéquipier de ce niveau, ce n'est pas une surprise. Il est en fin de contrat cette saison, mais difficile de ne pas l'imaginer poursuivre l'aventure. L'objectif pour lui en deuxième partie de saison, c'est de gagner en régularité. Et désormais, il faut qu'il se rapproche davantage de son coéquipier, avec pourquoi pas plus de podiums à la clé. L'adaptation chez Ferrari est plus compliquée que prévu pour Hamilton. Après 11 ans chez Mercedes, il a changé radicalement d'environnement et de philosophie de voiture. Mais de son propre aveu, c'est encore plus complexe que prévu. Pour le moment, c'est son coéquipier qui a l'avantage, que ce soit en qualification ou en course. À ce niveau-là, il n'y a rien d'illogique. Et au final, il n'y a que 16 points d'écart entre les deux aujourd'hui, ce qui est plus qu'honorable. Le problème chez Ferrari, pour les deux pilotes, c'est surtout la monoplace. Hamilton a vraiment du mal à apprivoiser cette Ferrari. L'équipe n'a pas la voiture pour jouer devant régulièrement. Et forcément, ça ne facilite pas son intégration. Je pense qu'on sent qu'il progresse petit à petit malgré tout. Il y a eu quelques signes encourageants. À Silverstone par exemple, il devance Leclerc du début à la fin. Hamilton n'a pas été le meilleur pilote des deux jusqu'à présent, c'est sûr. Mais après plus d'une décennie dans un autre environnement, il faut du temps. On attend de voir ce qu'il peut montrer en deuxième partie de saison. Mais pour lui, de toute façon, l'objectif est clair. Ferrari ne gagnera pas le championnat cette saison. Et donc tous les yeux sont portés sur 2026. C'est à ce moment-là qu'il devra être présent. Alors pour les 12 courses qui restent cette saison, il va devoir continuer son adaptation, mieux comprendre l'équipe, et ce, pour arriver dans les meilleures dispositions l'an prochain. Son coéquipier, Charles Leclerc, réalise une bonne première partie de saison globalement. La plupart du temps, il est meilleur que son coéquipier. Il a réussi de très belles performances. En Arabie Saoudite, il monte sur le podium. En Espagne aussi, tout comme en Autriche. À Monaco, il est passé tout près d'une pole position. Et quand tout va bien, il peut clairement rivaliser avec les McLaren. Mais il y a quand même eu des moments très compliqués pour Charles Leclerc. Je pense par exemple à son crash à Miami en sprint. À Silverstone, c'est un week-end très compliqué. Il est derrière Lewis Hamilton en qualification, puis il touche Sainz en course. Certes, c'est des conditions difficiles, mais on attend mieux d'un pilote de son niveau. La plupart du temps, malgré tout, il maximise le potentiel de sa Ferrari. Et comme pour Hamilton, le problème, c'est qu'il n'a pas la voiture pour jouer devant régulièrement. Ces dernières années, Ferrari obtient souvent ses meilleurs résultats en deuxième partie de saison. Et à ce moment-là, Leclerc devra répondre présent, avec pourquoi pas une victoire en ligne de mire. George Russell réalise une excellente première partie de saison, une victoire au Canada et plusieurs podiums. C'est très solide pour une Mercedes qui n'a pas toujours été la voiture la plus rapide. Russell est surtout très régulier, même quand Mercedes galère, il tire son épingle du jeu. Et le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est quelques erreurs stratégiques ou quelques petites fautes qui lui coûtent beaucoup. À Silverstone par exemple, il fait le pari de tenter les pneus secs, trop tôt, et ça se retourne contre lui. Russell a clairement le niveau pour jouer les premiers rôles, mais Mercedes ne lui donne pas toujours les armes, et c'est ça le problème. Clairement, il a tout fait pour mériter une prolongation de contrat, mais l'ombre de Max Verstappen plane sur lui. Ça va être le grand enjeu pour lui en deuxième partie de saison. Continuer à faire les choses bien et assurer son avenir.
que ce soit chez Mercedes ou ailleurs. De son côté, Max Verstappen continue de prouver pourquoi il est champion du monde, même avec une Red Bull qui n'est plus la voiture dominante de l'époque. Il tire très souvent le meilleur de sa monoplace, parfois même au-dessus de ce qui semble possible. Mais contrairement aux années précédentes, on a vu chez Verstappen des signes de frustration. Ce contact avec George Russell n'aurait jamais dû arriver, et c'est clairement une faute de sa part. Le titre, il n'est plus jouable pour lui désormais, sans doute. Et c'est pour cette raison qu'il est en discussion très avancée avec Mercedes. Il pourrait rejoindre l'an prochain. Il n'attend plus grand-chose de cette saison 2025 désormais. Ce qu'il veut, c'est le meilleur pour son futur. Est-ce qu'il doit rejoindre Mercedes? Est-ce qu'il doit rester chez Red Bull? Un environnement plus favorable pour lui maintenant qu'Horner est parti? À voir. Mais ce sera certainement le gros dossier de l'été, et on va suivre ça attentivement. Lando Norris vit une saison à double tranchant. D'un côté, il a montré qu'il avait le niveau pour dominer et pour gagner. 4 victoires en compteur, c'est très solide. Mais d'un autre côté, il laisse encore passer trop d'opportunités, et parfois à cause d'erreurs personnelles. Quand tout roule, Norris peut se montrer imbattable. À Monaco, c'est une masterclass. Pole, victoire, il contrôle toute la course, c'est nickel. En Australie, même chose, il domine de A à Z. Sur le Red Bull Ring, il résiste à l'énorme pression de Piastri et il s'impose. Ces week-ends-là, on voit tout le potentiel qu'il a. Mais le problème, c'est qu'il a parfois tendance à tout gâcher. En Arabie Saoudite, une erreur en Q3 lui coûte ses chances de pole position, et donc de victoire. Au Canada, il fait une erreur catastrophique, avec des conséquences énormes pour le championnat. À Silverstone, il s'est imposé, mais ça ne serait jamais arrivé sans la pénalité de Piastri. Il est clairement dans la course au titre. Mais pour remporter le championnat, Norris devra être plus solide. Il faut qu'il fasse des week-ends comme ceux de Monaco ou de l'Australie. 2025 est sa plus belle opportunité de devenir champion du monde, il le sait, et à lui d'assumer son statut désormais. Le leader du championnat, Oscar Piastri, a montré qu'il n'est pas là pour jouer les second rôles cette saison. Il a gagné à 5 reprises, et c'est le rival direct de Norris pour le titre. Cette année, il a clairement passé un cap. Fini la jeune promesse. Place à quelqu'un qui est considéré comme le favori pour le championnat désormais. Il a élevé son niveau de jeu en qualification surtout, et ça lui permet de caracoler en tête du championnat aujourd'hui. Mais Piastri a encore des défauts. En Australie, il commet une erreur, et ça pourrait lui coûter très cher dans la course au titre au final. Et que dire de cette relance totalement ratée à Silverstone aussi? Prendre une pénalité à ce moment-là, c'est inacceptable, vraiment. Je l'attendais au tournant sur d'autres circuits aussi. À Monaco par exemple, il n'est que 3e, très loin de Norris en qualification. Mais à certains moments, il a affiché un vrai mental de champion. Et des deux pilotes McLaren, c'est lui le meilleur pour l'instant. Mais attention, Norris revient très fort. Et tout comme lui, il devrait être absolument irréprochable pour espérer remporter son premier titre de champion du monde. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. J'attends également vos commentaires sur la performance des uns et des autres cette saison. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi je lirai tout ça attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo s'il vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. C'est super important en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.